Nous avons donc le plaisir de recevoir deux invités exceptionnels aujourd'hui. La première qui nous a rejoint là donc, est Nathalie Bondil. J'espère que vous m'entendez bien, Nathalie. Hop, Très bien. super. Et déjà, est-ce que vous pouvez juste faire un tout petit test micro pour voir si c'est bon, si le public vous entend bien? Bonjour, je suis à Fontainebleau, Voilà, donc, magnifique festival d'histoire de l'art que nous attendons chaque année avec impatience. voilà, donc En plus, il y a un soleil extraordinaire cette année, donc mais l'année vraiment. dernière aussi, ça c'était assez chouette. Ouais, donc voilà, deuxième édition avec du soleil. En tout cas, merci infiniment d'être là avec nous aujourd'hui. Donc déjà, une petite question, est-ce que vous connaissez Twitch? Non, vous allez Alors, m'expliquer. bah oui, avec plaisir. Twitch est une plateforme qui permet de faire du live, du direct. Et bon, à l'origine, c'est quand même plus pour du jeu vidéo, du gaming, mais il y a eu un développement sans précédent de la plateforme d'un point de vue utilisateur et streamer, donc les personnes qui vont faire du streaming, de la diffusion en direct, chez notamment des personnes qui font du jeu vidéo dans leur loisir, mais surtout qui ont envie de faire autre chose. Et depuis quelques temps, eh bien, il y a de tout sur Twitch. Il y a des gens qui continuent à faire du jeu vidéo. Il y a aussi des gens comme moi, voilà, qui ont envie de faire de la vulgarisation dans leurs disciplines respectives, que ce soit l'histoire de l'art, l'histoire, la physique, la chimie. Donc, il y a plusieurs types de profils sur cette plateforme. Et du coup, le public nous regarde. Ils peuvent poser des questions dans le chat. Donc, dès qu'ils auront là des choses à nous demander, ils le feront au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est une plateforme qui permet de faire du direct. Donc c'est votre première. Il y a peu d'historiens de l'art présents sur cette plateforme, donc c'est exceptionnel pour. Formidable. Ouais. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là. Je vous en prie, merci infiniment à vous. Du coup, on a regardé un petit peu avec le chat pour les faire co-participer un petit peu avant de poser des questions. Donc, brièvement, mais après, je vous laisserai vous présenter. Donc, vous êtes historienne de l'art et muséologue. Vous avez travaillé notamment d'abord en tant que conservatrice, puis en tant que directrice, si je ne me trompe pas, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont été à des colloques, on en reparlera, mais qui ont été notamment à des colloques sur l'art et la thérapie. Donc c'était drôle de voir justement des personnes qui ont suivi ça dans le chat. Et justement, je voulais voir si vous par rapport à ces colloques, est-ce que vous étiez à l'origine de ces colloques, d'où venait ce souhait de faire ça. En fouillant un petit peu aussi, j'aurais une question sur les ordonnances muséales, les ordonnances pour aller en musée. Voilà, je sais pas. Parce qu'on est tombé par hasard sur ça et on s'est dit tiens, ça se trouve c'est elle qui est à l'origine de la chose, donc on en discutera, parce qu'effectivement moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était de parler ensemble de ça, de la muséothérapie. Et vous êtes aussi directrice des expositions, directrice du musée d'exposition à l'IMA, donc Institut du monde arabe, depuis 2 ans. Donc on va revenir un petit peu sur ça. Je vais vous laisser vous peut-être en parler un petit peu plus, et après surtout évidemment axer sur la muséothérapie, qui est un sujet que je trouve fascinant et qu'on peut relier justement à Twitch, parce que c'est ça, par rapport au Covid, la crise sanitaire, Twitch a eu il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu besoin de se connecter à Twitch pour justement retrouver un peu de la vie et surtout de la communication avec les gens, un lien avec les gens. C'est parfait. Je commence par où? Alors déjà, la conférence que vous allez donner au festival, ça va porter sur quoi? Alors, en fait, c'est le musée dans la cité. C'est la place du musée dans la ville. Et on peut dire que c'est la place du musée politique, puisqu'en fait, au départ, le mot politique veut dire faire sens dans la cité. Oui. Alors, on va échanger avec Éric Dechassé, qui est le directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris, pour savoir comment nos institutions culturelles, comment nos musées, comment nos œuvres et nos collections peuvent être pertinentes et peuvent rejoindre le plus grand monde de public. Et voilà le sujet qui va commencer tout à l'heure à 16h30. Et du coup, c'est plutôt prendre place d'un point de vue urbanisation, ou plus c'est au sens plus large? Bon point. En fait, on réfléchit sur le rôle du musée, non pas simplement comme un lieu de
conservation des œuvres, hein, comme un coffre-fort d'œuvres d'art, mais plutôt comme un lieu de conversation avec Mm. les publics, avec la société civile, avec les citoyens, les citoyennes, avec les publics éloignés. En fait, nos œuvres racontent 1000 histoires. Il n'y a pas simplement une façon de les aborder, il n'y a pas simplement que l'histoire de l'art académique, hein. Il y a vraiment donc, une possibilité d'entendre plusieurs voix, d'avoir un discours pluriel. Par exemple, donc, si vous avez un tableau de paysage, Corot, eh bien, on peut analyser donc, cette œuvre sous l'angle de la peinture française, mais on Mm. peut aussi analyser cette œuvre sous l'angle de ce qu'elle dit sur l'environnement. Et là, on touche des sujets qui sont beaucoup plus larges et qui, notamment, rejoignent les publics les plus jeunes. Alors, la, quand vous avez, par exemple, une œuvre de Rodin qui est brisée, Mm. eh bien, c'est ce qu'on appelle un corps en morceaux. Pourquoi est-ce qu'on trouverait donc une sculpture de Rodin donc à laquelle il va manquer un bras, deux bras, donc belle, alors que finalement des corps qui sont partiels, donc dû à un handicap, hein, ou à une maladie, donc sont considérés comme étant moins beaux. Donc vous voyez comment Mm. notre façon de ressentir l'émotion esthétique, la beauté, eh bien, les œuvres d'art peuvent vous amener à voir un monde plus beau, plus complexe. En fait, l'art donc nous apprend à voir. On apprend à lire, on apprend à écrire, mais on n'apprend pas à regarder. Mm. Et c'est ça que les œuvres d'art font avec nous. C'est marrant parce que c'est ce que je me rappelle, on avait fait un live l'année dernière au Festival Histoire de l'Art et justement on en discutait avec l'un des conservateurs de ça, qu'on apprenait à... On n'apprenait pas à voir, enfin à regarder surtout parce que on peut voir sans regarder et qu'on n'apprenait pas à regarder à l'école, contrairement au lire et compter. Absolument. Et le... Important, je Oui, dirais, excusez-moi, je vous en prie. que notre regard n'est jamais neutre. Ce qu'on voit donc est toujours interprété. Le cerveau que nous avons est un extraordinaire narrateur, storyteller. Donc, il invente des scénarios incroyables, toujours pour pouvoir analyser le monde qui nous entoure, qui en fait est chaotique, enfin, qui est beaucoup plus complexe que ce que nous avons entre les deux cerveaux, entre les deux oreilles, pardon. Du coup, en fait, quand nous voyons donc des images, hein, ou quand nous analysons notre environnement, on a toujours des biais de cognition qui sont soumis à la fois donc, par notre mémoire, parce qu'on a toujours la mémoire de ce que l'on a vu, et par notre esprit analytique, de raison, rationnel, hein, mais aussi donc par notre émotion, hein. Mm. Donc il y a vraiment ces trois niveaux d'interprétation, ce qui fait que notre regard n'est jamais neutre. Il est toujours conditionné. Et ce qui est intéressant avec les musées, notamment, et les œuvres d'art, c'est qu'elles nous permettent, hein, grâce aux médiateurs, grâce aux conservateurs, grâce à tous les professionnels et grâce au public, de voir plein d'autres histoires que sinon on ne verrait pas. Et ça, justement, d'un point de vue recherche, enfin, je me demandais où est-ce qu'on en est sur le fait de savoir ce que provoque l'art, notamment pour le cerveau, pour le bien-être, parce que la crise sanitaire a accéléré ces réflexions-là, mais d'un point de vue recherche, d'un point de vue... enfin, où est-ce qu'on en est? Enfin, on sait que ça fait du bien, mais scientifiquement, comment on explique ça? Enfin, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Oui, bon, la question de l'émotion esthétique, elle est physiologique, hein. On a vraiment un besoin de beauté, parce qu'on a une nature animale, hein. Je dirais même que chez les animaux, donc il existe cette propension, parce que qui dit beauté dit santé, dans le processus de reproduction, Ah oui. donc qui nous anime en fait, notre impétus. Et je dirais qu'ensuite, comment est-ce qu'on analyse maintenant le bienfait des œuvres d'art du point de vue physiologique et du point de vue scientifique, hein? C'est justement grâce à l'imagerie médicale qui a énormément évolué Mhm. ces dernières décennies, grâce aux neurosciences, grâce à des travaux de Antonio Damasio, Jean-Pierre Changeux ou encore Pierre Lemarquis. Enfin, ce sont vraiment des ouvrages que je vous recommande, qui sont fantastiques et qui permettent d'analyser donc l'influence des œuvres sur notre état physique. En fait, quel est l'impact physico-chimique? Et Pierre Lemarquis, dans un livre qui s'appelle L'art qui guérit, hein, que je cite souvent et avec qui je travaille, donc Pierre, donc lui analyse ce rapport donc, visuel que nous avons donc face à une œuvre Mhm. d'art, quand on regarde un
tableau, quand on regarde un portrait, c'est comme si notre cerveau le décode comme si c'était une entité biologique. En fait, il va sécréter des émotions comme si c'était, entre guillemets, une vraie personne. D'accord. Et voilà. Et en fait, ça va déclencher, c'est évidemment du plaisir, hein, on ne parle pas de voir un portrait monstrueux, donc ça déclenche en fait des hormones endogènes, donc qui sont très multiples et qui chacun ont leur rôle. En fait, quand je dis ça, ça paraît un peu bizarre, Mmh. mais si je vous explique autre chose, si je vous dis, ben, quand vous avez de la musique dans votre tête, sans bien l'écouter, si vous chantez une chanson, hein, eh bien en fait, vous allez sécréter et vous allez donc entendre votre chanson de la même façon. Pensez à Beethoven qui était sourd. Donc, vous voyez comment cette émotion esthétique, quand elle est bénéfique, hein, face à quelque chose que l'on aime, elle génère concrètement, donc, réellement, des hormones qui nous permettent d'aller mieux. Et est-ce que du coup, c'est l'effet inverse quand on voit quelque chose soit de laid, ou alors qui nous gêne? Par exemple, je pense à Francis Bacon. Est-ce que du coup, là, le cerveau, justement, il se dit, tiens, c'est quelque chose que je suis censé connaître, dans le sens où c'est censé peut-être être quelqu'un d'humain, et du coup, il y a peut-être cette projection, et du coup, il y a un sentiment de rejet immédiat, ou c'est un autre phénomène? En fait, c'est une très bonne question que vous posez. C'est parce que l'on parle d'émotion esthétique, pas devant une œuvre qui serait objectivement belle. En fait, Mm. la beauté objective n'existe pas vraiment. Voltaire disait, il n'y avait rien de plus beau, ou il n'y a rien de plus beau pour le crapaud que sa crapaude. Hein. Donc, tout ça est bien relatif. Donc, on parle de ce qui nous plaît, ce qui nous touche, et ce qui, moi, va me toucher pour une raison X ou Y, qui va être liée donc, à mon bagage mémoriel, donc à toutes sortes de choses, ne sera probablement pas la même chose que ce que vous allez aimer. Donc, chacun a sa notion de la beauté qui est subjective, qui est aussi culturelle. Hein. On a aussi des apprentissages culturels. Du coup, en fait, une œuvre de Bacon peut par exemple, émouvoir une personne parce qu'elle va la trouver peut-être pas belle, mais extrêmement émouvante, extrêmement touchante. Elle Mm. va peut-être sécréter donc, quelque chose donc de particulier. Donc, c'est important de placer donc, ce rapport à l'empathie esthétique, à l'émotion esthétique, non pas par rapport à des beaux-arts qui seraient définis de manière académique, voici ce qui est beau, voici ce qui est laid, mais vraiment par rapport à un choix personnel. Mm. Donc, chacun doit trouver sa propre partition, si je puis dire. D'accord. Parce que comme vous évoquez justement le fait qu'on assimile à quelque chose de vivant, parce qu'il y a ce rapport à la santé, enfin c'est physiologique. Donc je me demandais, du coup, est-ce que les œuvres qui paraissent un peu gênantes renvoyaient à quelque chose de justement dont la santé va mal, et la peur de mourir de chacun. Enfin, voilà, je me demandais est-ce qu'il y avait ce lien-là potentiellement. Alors, vous avez raison. En fait, on considère que donc le cerveau donc met 2 secondes pour se détourner d'une œuvre. Je parle beaucoup d'art visuel évidemment parce Mhm. que c'est mon champ aujourd'hui. Donc 2 secondes pour se détourner, 4 secondes pour s'arrêter. Donc là, il y a quelque chose qui va vous attirer, qui va vous séduire. Mais après, donc, les choix ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment travailler en amont. Et je cite un exemple. Moi, j'avais travaillé donc, avec une expérience donc, qui était liée à l'Université Concordia à Montréal et avec le docteur donc, Bruno Vicker. Et nous faisions du eye tracking. Oui. Donc, c'est-à-dire Ouais. que, voilà, donc vous savez ce que c'est. Et ce travail que Bruno Vicker avait entamé, il était pour définir quelles étaient les œuvres qui plaisaient ou pas donc, à des publics qui étaient atteints de troubles autistiques. D'accord. Euh, du coup, donc, on leur avait présenté donc, différentes œuvres dans le musée, donc à l'époque le musée des Beaux-Arts de Montréal, et on s'était rendu compte que donc, ces jeunes, donc, évidemment, évitaient donc, les yeux et les regards, hein, ce qui Mm. arrive très souvent donc, chez ce type de public, mais pouvaient être intéressés par des œuvres abstraites. Ce qui est intéressant parce que généralement, les œuvres abstraites sont peut-être un petit peu moins populaires, on va dire. Donc, vous voyez, on avait pu dégager des tendances et surtout aménager une visite qui leur convienne, dans un confort de visite, avec des œuvres qui étaient là pour leur faire du bien et pas le contraire. D'accord, donc du coup, là, ça a amené un dispositif de visite pour ce type de public, où c'était plus l'abstraction qui était mise en avant dans le choix des œuvres que des Des œuvres. paysages ou d'autres objets, donc il y avait quand même une sélection plus large, mais effectivement, donc, on avait évité de les confronter à des œuvres
présenter des portraits ou des groupes de personnes. D'accord. Et du coup, ça me fait rebondir sur les ordonnances en musée. Et du coup, c'était de votre initiative? C'était un groupe de recherche en lien avec vous? Enfin, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, pour expliquer un peu au public ce que c'est exactement. Mais en fait, ça c'est parce que depuis 2012, donc en fait depuis très longtemps, je travaille sur les questions d'art et santé ou comment le musée peut être un vecteur de meilleure santé à la fois individuelle et publique. Il y a eu énormément de travaux, de projets pilotes qui ont été faits avec un comité art et santé avec de véritables médecins. Le but, c'était vraiment d'établir des protocoles pour évaluer donc de manière très scientifique, si je puis dire, vraiment l'apport du musée et par rapport aux collections. Et en fait, j'ai eu l'occasion, en 2016, j'ai écrit un manifeste sur un musée Beaux-Arts humanistes où je suggérais de faire des ordonnances et des prescriptions médicales muséales dans le cadre d'un nouveau concept qui s'appelait la muséothérapie. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des prescriptions pour le sport, pour les exercices physiques, mais je dis pourquoi pas en faire finalement pour les musées. Donc c'est pas si compliqué. Mm. Et étant au Québec, les relations sont très fluides, c'est assez facile de faire des partenariats. Et donc j'ai travaillé avec des gens formidables de l'Association des médecins francophones du Canada et avec le docteur Hélène Boyer qui présidait l'association. Donc on a pu mettre en place, et avec nos équipes bien entendu, les prescriptions médicales muséales. C'était un projet pilote en 2018. On ne s'attendait pas du tout que c'est un succès aussi incroyable parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup d'autres projets en parallèle. Et maintenant, c'est évident, comme vous l'avez souligné, que dans cette période post-pandémique, où les questions de santé mentale, de santé publique sont beaucoup plus au cœur de nos vies, après avoir traversé ces années anxiogènes. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, non seulement pour le musée qui soigne, mais en plus, j'imagine qu'on peut aller au-delà et imaginer ces prescriptions médicales muséales, peut-être au niveau de la France, au niveau du ministère. Mais je dois souligner qu'il y a des villes qui travaillent sur ces questions. Il y a à l'étranger Genève, il y a Bruxelles, et plus récemment ici il y a eu Compiègne, et là c'est Montpellier qui se lance avec le MOCO. Donc vous voyez, ça bouillonne. Doucement, ouais, ça arrive doucement. Ouais. Voilà, donc c'est formidable parce que finalement, il faut que tout le monde en profite en fait. Hein. C'est vraiment pas compliqué. En fait, ce sont des invitations gratuites. Oui, finalement, oui. C'est vrai que ça a le terme d'ordonnance médicale, mais peut-être en même temps, Oui. enfin, il y a quand même un médecin derrière qui. Voilà, c'est ça. En fait, et vous avez raison de le préciser, c'est vraiment, ça se passe dans le cabinet du docteur et dans le secret de cette prescription, où le médecin, généraliste ou spécialiste, peu importe, le médecin va définir la pertinence de donner cette prescription muséale à une personne parce que c'est une maladie chronique, parce que elle a besoin de se retrouver avec des proches, parce que ce sont des soins palliatifs, parce que X, parce que Y. Et là, c'est vraiment le médecin qui définit la pertinence avec son patient. Mm. Sauf que si vous voulez, euh, le médecin va imaginer donner cette prescription, non pas pour substituer à des médications chimiques, hein, c'est pas, on Oui. parle d'autre chose, c'est un accompagnement, c'est un soin de support finalement, c'est un outil supplémentaire dans la boîte à outils des médecins, qui leur permet de pouvoir diriger ou de pouvoir accompagner différemment le patient dans une vision holistique de la médecine. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour leur donner des médicaments, des traitements chimiques, mais vraiment pour pouvoir soigner la personne, incluant son entourage, parce que ces prescriptions sont aussi destinées Aux aux familles. patients et à leur famille. Et du coup, le musée reçoit ces patients, mais nous, on ne sait pas. C'est la personne à l'accueil, sait s'il y a
bon gratuit, si je puis dire, ces prescriptions médicales muséales qui sont données, mais ensuite ça se fait dans le secret médical, dans le cabinet du médecin qui évalue par la suite, dans un second temps, donc si la visite a été bénéfique, etc., etc. Et ça marche très très bien, à la fois donc les médecins, mais aussi les patients et les patientes ont rencontré cette mesure avec beaucoup d'enthousiasme, qui en plus a été aidé par le ministère de la Santé au Québec. Donc, vous voyez, c'était vraiment devenu un élément important et je souhaite que la France s'engage aussi dans ce domaine. C'est pas si compliqué. Parce que, et après, justement, donc les personnes ont cette prescription, mais comme vous dites, il y a aussi cet aspect secret médical qu'il faut respecter. Donc, les personnes ont une ordonnance, mais ça, ils présentent l'ordonnance à l'accueil. Enfin, ça a vraiment cet aspect d'ordonnance où il y a... Non, c'est un petit papier, donc de la même façon qu'il existe des prescriptions pour faire de l'exercice physique, hein, pour aller dans tel... D'accord. Donc c'est un petit papier qui donne accès au patient ou à la patiente avec plusieurs proches ou accompagnants selon son choix, donc qui peuvent aller. Alors, dans notre cas, c'était le Musée des Beaux-Arts de Montréal parce que c'était nous qui avions initié et qui suivions ces prescriptions. Mais ensuite, il n'y a pas de contrainte pour aller visiter telle ou telle galerie ou telle expo. Les visites en atelier pouvaient être libres. On avait aussi, je dois dire, une ruche d'art, donc un espace ouvert à tout le monde qui était animé par un art thérapeute qui travaillait à plein temps. C'était aussi des mesures très novatrice, qui le Oui. demeure toujours d'ailleurs. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans le chat un peu plus tôt, c'était que là-dessus, le Canada a toujours été, enfin Canada et Québec ont toujours été là-dessus beaucoup plus avancés sur les questions de sciences humaines et sociales que notamment la France. Et notamment, je me rappelle quand j'avais fait mes études à l'école du Louvre, on commençait à peine à comprendre c'était quoi le métier de médiateur culturel. Et on se disait que, enfin, je me rappelle toutes les personnes qui voulaient aller là-dedans dans cette voie, ils devaient partir au Canada pour justement avoir les meilleures formations qui soient. Donc, on a rattrapé un peu le retard de la médiation culturelle, mais je me rappelle, oui, c'était il y a un peu plus de 10 ans, tout le monde voulait aller au Canada pour faire des études en médiation culturelle. Et c'est vrai que quand on a vu tout à l'heure, on regardait un petit peu justement ça, les prescriptions médicales, même si effectivement, quand vous avez évoqué qu'on avait quelques exemples en France, je me souviens qu'il y avait quelques musées qui se lançaient aussi là-dedans. Mais c'est vrai que là-dessus, ça a toujours été impressionnant, cette avancée des musées, que ce soit au Canada ou Montréal. Ouais. C'est parce que je suis retournée en France depuis 2 ans et c'est vrai qu'il y a une facilité à initier des projets avec la société civile parce que les musées sont des institutions indépendantes non-profit, où avec une pyramide des pouvoirs qui est beaucoup plus horizontale, donc où la société civile, les bénévoles sont facilement intégrés. Ici, on est quand même dans une structure qui est beaucoup plus étatique, qui est beaucoup plus top-down, descendante, comme on dirait. Alors, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Je ne suis pas en train de Oui, faire l'un de l'autre, mais c'est vrai que ça permet cette souplesse et cette rapidité. Après, je veux quand même souligner le travail remarquable qui est fait par des collègues en France. Je pense au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui fait un travail vraiment depuis longtemps sur les questions d'art et santé. Je souligne aussi qu'il y a beaucoup de villes qui m'ont invité ou qui ont organisé des colloques sur ce thème-là, ou des régions. Récemment, j'étais à Bordeaux avec les musées d'Aquitaine. Donc, avant, c'était Toulouse, qui aussi a des programmes formidables. Il y a aussi Antibes Cannes, il y a aussi, je pense, à Grenoble, je pense à Strasbourg, à Nantes, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience, une volonté de faire, que ce soit dans certains musées nationaux et également au niveau de toutes les collectivités territoriales. Et c'est sûr que ce que vous dites pour les médiateurs, c'est un rôle fondamental. Ce sont en fait eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui portent ces projets, ce sont eux qui sont au contact des publics. Mais le médiateur muséal n'est pas suffisant. Il doit pouvoir travailler et concevoir, co-concevoir ou co-créer un projet sur mesure avec chaque représentant d'associations, de cliniques, d'universités, etc. C'est vraiment un travail de groupe qui permet
de définir des prescriptions, si je puis dire, de visite, donc au cas par cas, autour de projets pilotes qui sont euh, co-créés. Ça, c'est très important. Et le travail de multiples collègues en France, comme au Canada, comme aux États-Unis, est à souligner. Bon, là, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est normal, hein. Donc, tout ça, nous sommes dans des disciplines qui sont quand même relativement récentes et dans des institutions qui le sont aussi. Mm. Donc, si on se place à une échelle macro, bon, il faut rester humble et continuer dans la voie. Bah, c'est surtout qu'en plus, comme il y a un caractère médical, comme vous l'avez dit, il faut d'autres acteurs dans la boucle. Il faut des personnes qui sont formées dans le médical, même pourquoi pas dans tout ce qui est psychologique. Avec l'art-thérapie, il s'était posé cette question-là. L'art-thérapie, Voilà. comment faire justement, et par extension, voilà. Ouais, alors, la question, quand on dit art-thérapie, déjà on le cadre de manière très spécifique, puis c'est un mot qui ne dit pas la même chose quand on est en France. La formation n'est pas, disons qu'elle est certifiée, mais donc il y a plusieurs. Elle est plus rigoureusement encadrée, donc je dirais au Québec, en tout cas avec Concordia, même s'il y a la Fratem à Tours qui fait un travail extraordinaire et ce ne sont pas les seuls. Donc, quand vous parlez de la nécessité de travailler avec des médecins, des professionnels, c'est absolument vrai parce que il y a cette notion aussi du caring museum, du musée qui fait du bien et qui est merveilleux, hein, qui est vraiment où là, on est dans une approche beaucoup plus globale. Moi, j'étais très, très, très intéressée par les approches qui étaient, on va dire, scientifiques, avec des évaluations Oui. pour prouver que C'est ces approches efficace, qu'il y ait une efficience. Ouais. et pour dire que c'était aussi un intérêt. On essaie toujours de trouver l'intérêt de l'autre, hein, de celui que l'on veut séduire. Pour moi, dans mon cas, c'était d'aller chercher des subventions et des financements et de dire au ministère de la Santé au Québec, ben voilà, donc c'est efficace, donc ça permet aussi d'amener des soins de support. La notion de soins support est très importante dans le cadre d'une approche de patient partenaire. Et donc, on est vraiment sur des cadres intellectuels, si vous voulez, qui sont bien déterminés. Et d'ailleurs, je travaille avec le docteur Olivier Baucher en ce moment à l'Université de Montréal. L'année dernière, j'avais initié l'école sur les arts et la santé, sur la muséothérapie, donc, qui est un grand projet donc de l'Université de Montréal. Nous en sommes à la 2e édition et c'est une formation qui est destinée aux étudiants et aux étudiantes qui seront les futurs professionnels en médecine. Après, il y a une autre petite chose, excusez-moi, mais je voulais rebondir sur cette santé mentale, parce que oui, on parle de santé mentale avec le rapport que l'on a au musée, mais vous savez, le musée peut être aussi un lieu où on peut s'exercer pour être en meilleure forme physique, tout simplement parce que c'est un espace architectural dans lequel donc on peut marcher, on peut prendre des escaliers, donc c'est un espace physique. On n'est pas assis dans un fauteuil devant une scène, si vous voulez, ou devant un écran. Donc, espace qui est un espace de beauté, qui est quand même un espace merveilleux, c'est un espace d'exception, le musée. C'est un espace où on voit des œuvres qui normalement vous émeuvent, vous transportent, vous émerveillent. C'est quand même le but, hein, c'est cette contemplation. Et on a organisé aussi des visites pour des seniors ou des convalescents avec un personnel paramédical, hein, évidemment, donc, et qui leur permettait de pouvoir déambuler Marcher, dans le ouais. musée. Ouais. Voilà, avec des tennis aux pieds, en prenant les escaliers, en s'arrêtant devant des œuvres. Donc, ils pouvaient s'exercer, ils pouvaient monter des marches, ensuite ils s'arrêtaient, petite visite, petite explication autour d'une heure, et ensuite ils continuaient, etc., etc. Et tout ça leur faisait faire de l'exercice pendant plus d'une heure. Alors, tout ça était cadré. Donc, vous voyez comment aussi le musée peut être vu d'une autre façon. Dans ce cas-là, c'était un véritable exercice physique et en plus de la socialisation que ce groupe de personnes qu'ils soient seniors ou qu'ils soient convalescents, pouvaient avoir. Donc, il y a bien des façons d'utiliser le musée sans le détourner ou faire preuve d'opportunisme. Non, c'est aussi une autre façon de voir ce lieu. Le musée est quand même un espace très, très, très particulier de la culture, hein. Donc, et c'est parce que c'est un espace public où les acteurs sont immobiles et où nous
et où les visiteurs sont mobiles souvent. Donc, voilà, donc ça a été une expérience qui a très très bien marché, d'autant plus qu'au Québec, comme il y a de la glace et de la neige 6 mois par an, c'est pas très facile de marcher sur les trottoirs. C'est même dangereux. Mais en tout... L'eau est magnifique. mais en tout cas, c'est vrai que c'est, enfin, de ce que ce qui me fait penser là dans nos échanges, c'est que le musée est en train de vivre une évolution, et qui est logique parce que la société est en train elle-même d'évoluer, et on est sur le care, donc vraiment le soin qui est encore plus important suite à la crise Covid, enfin la crise mondiale, et on a plus qu'à espérer que ça continue dans ce sens, parce que le musée fait du bien, que ce soit mentalement et physiquement. Quand les séances de sport avec un coach pour faire son sport, quitte à faire des tractions sur des sculptures antiques. Ah non, ça non. Je reste quand même une conservatrice. Hein. Tout à fait. Donc conservons les œuvres. Et effectivement, oui, il y a du yoga. Hein. Il y a plusieurs musées, c'est vrai. Qui font des séances de yoga. Ouais. C'est un espace physique aussi. Donc il y a aussi les collections. Il y a aussi cet espace d'exception. Et donc bienvenue dans les musées. Voilà, allez-y. Et venez à l'Institut du monde arabe d'ailleurs. Parce oui, que oui. C'est quand même qui aussi un espace qui fait du bien. Et alors là, pour le coup, qui est très beau en plus. Progrès social, donc très important, avec une terrasse extraordinaire. C'est vrai, oui, pour avoir pris du thé, c'est assez chouette. Voilà, tout à fait. Et pourquoi pas, un de ces quatre, faire un live à Lima, si ça vous tente. Franchement, ça pourrait être chouette. Je serais ravie, et moi aussi. Bon, écoutez, on va faire ça. On va essayer de se programmer un live à l'Institut du monde arabe. Je pense que ça fera très plaisir au public et à nous également. En tout cas, je vous remercie infiniment, Nathalie Bondil, d'avoir accepté d'être là. On m'a fait savoir que notre prochaine invitée était bientôt, enfin, était prête. Donc, on va pouvoir la recevoir à la suite de votre intervention. Et en tout cas, merci infiniment. Bon courage pour votre intervention, et qui sera passionnante, j'en suis sûre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.